Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Donc c'est le 238e que nous organisons ici, depuis pratiquement maintenant 7 ans. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon ami Makhlouf Bouaïch, c'est votre ami aussi. Alors Makhlouf, il écrit depuis de longues années. Et il écrit bien et en langue française et en langue kabyle. Il a écrit des romans, des nouvelles, des poésies. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci à toi, merci aux amis qui sont venus. C'est l'occasion de les revoir parce que la plupart, je ne les ai pas revus depuis des années. Pas beaucoup d'années, mais des années quand même, c'est pas des mois. Donc, ça me fait plaisir de revoir tout le monde. Tout le plaisir est pour nous aussi de te revoir à Makhlouf. Donc je sais que tu n'aimes pas beaucoup qu'on parle de toi, mais il faut aussi qu'on parle de toi et de tes livres. Donc depuis que je te connais, ça fait aussi beaucoup d'années. Des dizaines d'années. Voilà. Tu as toujours persisté dans l'écriture. Est-ce que tu as fait de l'écriture un acte militant ou bien est-ce que c'est la passion? Je vais dire, il y a les deux. Il y a les deux, parce qu'au départ, quand j'étais au lycée par exemple, c'est là que j'ai commencé, c'était de la passion. Mais après, c'était devenu militantisme, c'était pour m'exprimer, pour dire aux autres ce que je pense qu'ils ne savaient pas. Mais c'est du militantisme. Oui, ton militantisme, il est présent dans tes écritures, mais je rappelle aussi que tu as milité pour l'identité amazigh, tu as lutté pour les droits de l'homme, y compris ici en France. Tu as lutté aussi pour les droits des femmes. Voilà, tu as été dans des organisations, tu as été dans des marches. J'ai même travaillé pendant 5 ans dans une organisation qui aide toujours, qui aide les femmes. Les femmes en difficulté, bravo. Ouais, 5 ans, c'est énorme. Ça va. Ils n'entendent pas. C'est la position du... Ah oui, vas-y. Oui, non, c'est la position du... Ah d'accord. Comme ça, là. Je fais comme Elton John. Elton John, quand il chante, il colle. Vous entendez comme ça? Donc, tu disais que pendant 5 ans, tu avais accompagné, on va dire, les femmes dans leur détresse, en essayant un peu de les aider. Avec le recul, tu peux nous dire, est-ce que tu retiens des satisfactions dans ce travail, par exemple? Oui, je retiens beaucoup de satisfaction parce que ce que j'avais fait, c'était j'ai accompagné des femmes, là j'entends, j'ai accompagné des femmes dans les démarches, aussi bien au niveau de la préfecture, même au niveau de la justice, sans être avocat, j'ai accompagné des femmes dans ces trucs. Bravo, bravo. Donc, tout cela aussi se ressent, dans tes écrits. Tu as aussi donné la parole, on va dire, sous une autre forme à ces femmes, surtout dans tes nouvelles, n'est-ce pas? Oui, je sais que tu penses à Destin de femme. Oui. Oui, effectivement. D'ailleurs, le personnage, quand il parle au féminin, c'est-à-dire que l'auteur s'est mis dans la peau d'une femme pour narrer l'histoire. Oui. Oui, donc on peut dire qu'entre l'écriture, tous les genres littéraires et ton parcours, il y a une continuité quand même. Il y a une continuité dans la lutte, dans ce désir de réhabiliter un peu l'humanisme, n'est-ce pas?
Oui, il y a une juxtaposition, c'est-à-dire les deux marchent en parallèle. Oui, il y a une continuité, tu as raison. Et puis, dans tes écritures aussi, il y a tes expériences, y compris de voyage, qui ont servi à être un peu dans la trame, hein. C'est le cas de ce roman, je crois que c'est le dernier, publié aux éditions Doroux, qui porte un joli titre, Ça ne fera pas pleurer les anges. Je dirais que c'est presque un roman où il y a beaucoup de mystère, n'est-ce pas? Tu peux nous dire un mot sur ce texte, sur cette fiction? Ben, la fiction, ça raconte l'histoire d'un Algérien qui s'enfuit, qui quitte le pays. Il va en Tunisie, il va en Libye, il s'installe en Libye. Et puis il pense avoir fui une certaine folie. Malheureusement, il la retrouve là-bas aussi. Donc il y a des intrigues, il y a du suspense, il y a même la police qui se fait tuer. Absolument, oui, oui, oui. C'est un livre attachant, captivant, hein, qu'on lit avec grand plaisir, effectivement. Ça nous parle, effectivement. Et donc, il est sorti déjà depuis un moment. Et qu'est-ce qu'on te dit en général à propos de ce roman? Il y a des gens qui disent que c'est un thriller bien monté. Tout à l'heure, on en avait parlé, et tu voulais nous lire quelques poésies. Tu peux le faire si tu veux bien. Oui, j'ai des poésies en kabyle et en français. Ça dépend ce que veulent les amis. Vas-y, tu leur proposes au moins deux, un en français, un en langue kabyle. Après, probablement, on va revenir après les questions de nos amis, bien sûr. Bon, je vais prendre les poèmes les plus courts, comme ça je ne vais pas vous lasser. Donc le premier, سقبيلي أذروحها أذكر غذروحها عاوني وتمغني سولي واد صباغ ذا شال يديني عيني فرف زرا غاس داينوني نهوي أساتي تفسرا أزات نتمغني أذروحها ثورا أذرزوغ سلا غاس تفات تنسى ذي تلسا الزرا أيناكو يقعد أكنوس حلفا أيني فرر السام ثلاثي تفسرا. Merci. Francis. Vas-y. Bon, en français, le sujet c'est toujours d'actualité, c'est des gens qui fuient, qui pensent qu'Eldorado est de l'autre côté de la Méditerranée, en pensant du sud vers le nord. Donc j'ai fait un poème. Quand est-ce que je l'ai fait déjà? En 2000. Je fais un poème en 2000. C'est pour ça que je dis, c'est toujours d'actualité 24 ans après. Frontières. Au-delà des frontières s'étouffent les mots, MAUX. Les mots, au-delà des lèvres scellées, deviennent des mots, MOTS, silencieuses et oppressées, apeurées par l'écho de la mort, tout aussi silencieuses. Si l'on s'en tue, reste l'unique coup que se renvoie sur un char macabre mes villes et hameaux. L'unique glacial écho répercuté par mes montagnes, où la neige absente au brasier se déplace. Au-delà des frontières, l'asile convoité. Mais, passé les frontières, l'asile n'est plus doré, car de l'autre côté des frontières, les rêves humides restent accrochés aux souvenirs d'une vie, comme cet amour déchiqueté qui transcende l'exil. Couteau à blanche chauffée, dansant dans les plaies de la fausse résignation. Rêve inachevé, amour déchiqueté, illusion trahie, danse au rythme des journaux télévisés qui empêchent tout oubli. Puis les rêves comme les mots,
venant à dos de vagues de l'autre côté de ces eaux, échoue sans écho. Quand au seuil du suicide, l'espoir se meurt à petit feu. Et, devant les espoirs écartelés, quand le sommeil cède au vertige, face aux échos du silence, sans compter à reculant les soupirs des nuits sans fin. Car les mots à dos de vague échouent sans écho, quand dans l'attente d'interminable angoisse, l'espoir se meurt devant l'insistance de l'anonyme suicide. Bravo. Bravo, Mkhlouf, merci. Merci. Si tu veux bien, Mkhlouf, maintenant, on va donner la parole à nos amis pour des remarques, des questions. Hein. Voilà, la parole est à vous. Mkhlouf Bouaïch, bienvenue au café littéraire, maintenant quasi légendaire, de notre ami Youssef Zirem. On peut dire que vous êtes habité par l'écriture. Vous passez d'un genre à l'autre, d'une langue à l'autre. Vos écrits sont beaux, souvent déchirants. Alors, est-ce que vous puisez dans votre expérience de vie pour écrire autant? Merci déjà pour le compliment, parce que je prends comme un compliment le fait que mon écriture vous plaît. Sinon, oui, en parlant d'expérience, je pense que tout un chacun puise de son expérience. Même s'il ne la relate pas telle qu'elle, il s'en inspire. Donc je ne peux pas y échapper. Enfin, j'ai pas pu y échapper. J'espère avoir répondu à votre question. Kada. Juste sur le passage d'un genre à l'autre. Ah oui, pour le passage d'un genre à l'autre, oui. Oui, je vais répondre aussi. Bonjour tout le monde, bonjour monsieur. Voilà. Votre conception de l'exil, est-ce qu'elle s'inscrit dans l'histoire ou bien s'inscrit dans la géographie? L'exil, dans mon esprit, ce n'est pas seulement géographique, ni dans l'histoire. Parce que géographique, c'est le déplacement d'une place à une autre, etc. Pour moi, l'exil, c'est se détacher de sa culture aussi. Parce que quand on se déplace géographiquement, il y a le détachement de soi. Par exemple, nous, on vient du sud de la Méditerranée. Quand on arrive en France, bah, c'est vrai que géographiquement, on n'est pas loin. Mais culturellement, on l'est. Donc pour moi, c'est plus que géographique. J'ai répondu ou... Pour moi, si on s'exile volontairement, c'est qu'on en a marre d'une certaine vie. Bon, quand on va à la nouvelle vie, c'est normal qu'on rencontre des problèmes et c'est là où s'inscrit le sentiment de frustration de l'exil. Oui, c'est tout à fait normal. Les gens n'arrivent plus à vivre dans, par exemple, ils veulent quitter cette prison du Moyen-Âge, etc., pour adhérer au siècle. Et quand ils arrivent au siècle, ils ne sont pas assez armés pour le vivre. Ben oui, c'est d'où le poème Frontière. C'est-à-dire, on voit l'Eldorado, on arrive, ce n'est pas un Eldorado. C'est vrai qu'on fuit quelque chose qu'on ne voudrait pas réintégrer, parce qu'on a fui, c'est qu'on en a marre. Mais de l'autre côté, on se sent pas rejeté, pas obligatoirement rejeté, hein, même si on n'est pas toujours rejeté. Par contre, il y a une cassure. Pour moi, l'exil, c'est cette cassure. Il y a quelque chose qui s'est brisé en nous. Voilà. C'est comme ça que je pense. Merci. Ouais. Alors, juste Arwa Bendia,
est une poétesse, elle a beaucoup publié, et donc voilà, la parole est à toi. Enchanté. Enchanté également, merci beaucoup. J'aimerais savoir, est-ce que vous vous sentez plus poète, nouvelliste ou romancier? C'est difficile. C'est difficile. Bon, je pourrais dire que je me sens plus poète que romancier. Parce que dans ma vie quotidienne, ce que je ressens quand je longe la scène, j'ai des trucs qui me passent, etc. Tout ça, c'est politique. Romancier, oui, quand j'ai envie d'écrire une histoire. Mais c'est pas automatique, c'est-à-dire que c'est sur commande de ma part. Par contre, ce qui vous vient le plus naturellement, c'est la poésie. Le plus poésie. naturellement, c'est la poésie. D'ailleurs, depuis le collège ou le lycée, non, le collège, c'est la poésie qui vient naturellement. C'est-à-dire que je ne demande pas que ça vienne. Par contre, le roman, si je pense à une histoire, j'ai envie de l'écrire. Je l'écris. Ça ne vient pas automatiquement. Merci beaucoup. De rien. Mon cher Makhlouf, on peut dire que vous êtes très prolifique quand même. Vous avez beaucoup publié. Et malgré les années, est-ce que vous avez toujours la même passion, l'envie d'écrire encore et encore? Oui. L'envie, je l'ai toujours. D'ailleurs, je suis sur 3 chantiers en même temps. Sauf que, bon, il y a ma maladie qui me gêne un peu, etc. Donc, je n'avance pas, c'est tout. Mais sinon, l'envie, elle est là. L'envie, elle est là. La force n'y est plus. Alors, Kader, tu n'as rien à nous dire? Je suis pour écouter. Ah non, Kader, il faut que tu nous dises quelque chose. Kader Rabia, donc poète en plusieurs langues, éditeur, etc., etc. Si, si, tu vas nous dire quelque chose. Et critique aussi. Ouais, oui, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il a plusieurs... Flèches, c'est là. D'accord. Je pense que ce qui manque chez nous, c'est les lecteurs. Je pense qu'on a beaucoup d'auteurs. Je pense qu'on a beaucoup d'écrivains qui font honneur à l'acte d'écrire. Youssef, toi, tu es bien placé, bon, tu as fait un peu le tour. Et pour ça, on doit te tirer chapeau. Makhlouf Bouaïch, bon, on ne peut pas ne pas venir le voir. Et à chaque fois, c'est un bonheur, c'est d'avoir un bonheur de le lire et aussi de l'écouter. Et malheureusement, on ne le voit pas souvent. Sinon, je n'ai pas autre chose à dire. Merci. Ah ben oui, il a raison. Il m'a pris au dépôt de Piavou. Mais معليش de toute façon c'est toujours un plaisir d'être la guerre Youssef وبداك Ibrahim. Et puis le plaisir de revoir Smith Makhlouf Chhalaghi, je ne l'ai pas vu. Mais mon bonheur c'était d'aller chez lui en Kabylie, dans sa maison, à Kabio. J'ai mangé chez lui, son frère m'a invité. Donc c'est à travers son frère, enfin, c'est son frère qui m'a parlé de Makhlouf déjà. C'est en 2001, si mes souvenirs sont bons, c'est en 2001. C'est ton frère Smith Redouane, voilà, Redouane, c'est lui qui m'a parlé de toi.
Donc il m'a un peu parlé de ton parcours et puis Farhat m'a complété le reste parce que je suis parti avec Farhat ce jour-là. Tes livres, sincèrement, je ne les ai pas lus, mais j'aurai le plaisir à les lire. Voilà, c'est toujours un plaisir de venir ici, voilà, de revoir des amis et tout. Et puis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était avec Hadjira aussi, une poétesse qui est une cousine aussi. C'était pas la dernière. C'était pas la dernière, non, attends. C'était. Oui, on s'est vu avec Adjera, chez sa copine. Voilà, et puis la dernière fois, La dernière fois, c'était. Bon, enfin, c'était. Oui, non, avant ça. Avant ça, c'était l'association de Tazmal qui a organisé une. Oui, j'ai oublié celle-là. C'est trop. Voilà, c'était celle-là. Donc voilà, c'est juste que. Et puis. La dernière, je ne sais pas que je la dise. La dernière, c'est voilà, la mort de ton fils. Voilà, donc c'est toujours un plaisir. Et ben, merci pour ce que tu fais, pour ce que fait Brahim aussi. N'en parlons pas de Youssef et de beaucoup de gens ici qui écrivent, qui malheureusement, il n'y a pas beaucoup de lecteurs, mais ça commence quand même, ça vient déjà pour. Le livre Kabyle, quand même, il commence à intéresser des gens. Il intéresse des gens, Ça, je l'ai constaté, donc ça fait plaisir. Voilà. Merci. À propos de ça, je me rappelle d'une phrase que j'ai dite à un journaliste qui m'avait fait une interview. Il m'a posé la question à propos de l'écriture, etc. J'ai dit, j'écris pour les miens, malheureusement les miens ne lisent pas. Mais ça vient. Ça vient. Ça vient. Oui, ça va venir et puis ça. زوجلاوي كاين أزمة دم خليفة داوود ديون وهو الناقصين في لي زيفينمون دو ماي 81 درنا الكاس qui يصدر les événements. Voilà. Les événements de mai 81, moi je les avais vécus à Blida, j'habitais à Blida. Bon, c'est vrai que au sein d'Algaïes, etc., on a démarré un peu à partir de la SNBK, mais officiellement je vivais à Blida. Ceux qui étaient bien placés pour dire ça, pour parler de ça, c'était par exemple Benache, Kolangoul, Boutilide. Bon, les gens qui étaient vraiment là-bas, Jamel Znati aussi, mais il était venu quand même. Donc là, bon, je sais ce qui s'est passé. Makhlouf, au fait, a eu des soucis bien avant les événements de 80. Je disais tout à l'heure, il est modeste, il n'a pas parlé de ça, mais c'est l'un des premiers prisonniers politiques en Algérie. Donc, bien avant les événements 80. Non, c'est que j'aime pas raconter cet épisode de ma vie. Bon, la première fois que la police m'avait embarqué, j'étais au lycée, c'était en 75. C'était la fin du lycée, mais c'était le début. 75, j'ai été arrêté en 76 aussi. Et puis pour finir en 87, février 87, où j'ai coupé aussi d'un an. Mais je ne vais pas parler de ça. Tu as le droit, Makhlouf, oui, on sent que tu es pudique, mais nous connaissons ton histoire et nous disons toujours que tu as eu ce mérite que beaucoup d'autres n'ont pas eu, même s'ils racontent par-ci par-là qu'ils ont des parcours extraordinaires. Et en revanche, je voudrais répondre à Khaled, si tu permets, Makhlouf. Je voudrais parler de mai 81 à Bouira. À Bouira parce que les gens n'en parlent pas,
Mais moi, j'ai vécu ça de près. C'est pas moi qui est concerné, hein. J'ai vécu comme tous mes amis lycéens. Mais la wilaya de Bouira a effectivement vécu aussi les mêmes événements que Vgaït. Donc, je ne sais pas comment se fait-il, y compris sur cette histoire récente, il y a des pans entiers de cette histoire qui sont découpés. Je ne sais pas pourquoi. Par exemple, le 26 mars 1980, il y a eu une première marche de contestation à Alger. C'est bien la première faite par les étudiants de Boumerdès. Et bien cette manifestation qui a vraiment eu lieu parce que la sécurité militaire n'était pas au courant, et la marche a eu lieu de la place des Martyrs jusqu'à la place du Cheval. Et parce que la police ne savait même pas qu'est-ce qu'il y a à faire parce qu'ils n'ont pas reçu d'ordre. Donc les étudiants ont commencé, ils ont marché, les gens se regroupaient et il y a eu une foule jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est une marche un peu non autorisée et que les gens soient réprimés. Donc à Bouira, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de répression à l'occasion de ces journées de mai. Hein, voilà. C'est juste une petite parenthèse, hein, parce que il est temps aussi de réhabiliter à notre tour notre histoire, et il ne faut pas qu'elle soit cloisonnée par rapport à certains vécus de certains animateurs qui ont le mérite d'avoir participé, bien sûr. Mais l'histoire, elle est un peu plus large. Voilà, pardonnez-moi. Merci. Kada, avant de te donner la parole, je vais donner la parole à Akli, puisque toi, tu as déjà pris la parole. Bon, bonsoir tout le monde. Je te rends hommage, je te rends hommage. Voilà, j'ai une question. J'ai cru comprendre que tu disais que tu es arrivé à l'écriture par militantisme. D'accord, je me trompe? Non, je n'ai pas dit que je suis arrivé à l'écriture par militantisme. J'ai dit que c'était deux parallèles. C'était deux parallèles, c'est-à-dire l'écriture. J'avais commencé à essayer au moins, depuis le collège. Le militantisme aussi, mais je ne crois pas que ce soit l'un qui m'a amené vers l'autre. Très bien, très clair. C'est très clair pour le moment. Alors, c'est aussi, en fait, j'avais compris que c'est un public par militantisme. Moi, aussi, c'est vrai que la question n'est pas. La réponse machine par le militantisme, mais vrai que c'est justement parce qu'on parle beaucoup. Justement, je voulais évoquer tout à l'heure, je connais ton parcours et je tiens à te rendre hommage par rapport à cela, justement. Zara, c'est un house, Zara, Eche, Kotrama, Tourer, Tourache, etc. En fait, الشخصية معي في عثورة اللي نبدأ لك مثلا قلنا les événements 81 etc. il y a des مرة عاش ذاك الزمان كاع ثورة que l'auteur est chilien que les choses vraies يعني شنو حلفوا بعض الأسئلة تقول يقام quel sentiment voudrais-tu susciter chez le lecteur? L'éveil de conscience, déjà, éveiller les consciences. Éveiller les consciences, ça veut tout dire, je crois que ça résume tout. Merci. Je reviens à votre roman, monsieur. Oui. Je voudrais savoir, question de curiosité, pourquoi vous avez choisi la Libye comme une étape dans le parcours de votre personnage clandestin de l'histoire? Oui, parce que je ne l'ai pas choisi, j'y vivais. J'étais en Libye. Donc quand j'écrivais ce qui se passait tous les jours, en principe. Je puisais des expériences des autres, de la mienne, etc. C'était ce que je vivais déjà. Donc je n'ai pas choisi.
C'est géographique aussi. Oui, mais c'est géographique. Non, c'est largement autobiographique, mais c'est pas autobiographique. Il y a de l'autobiographie dedans. Menad, nous ne l'avons pas beaucoup entendu, mais nous sommes contents qu'il soit parmi nous. C'est un grand poète de langue kabyle. Oui, grand poète. Ben, on dira bonsoir tout le monde. Ben, on connaît Damkhalouf le poète, l'ami. Hein, Merci. On a partagé quand même des moments ensemble. En fait, moi, je veux juste revenir sur une observation qui a été faite. En fait, comment qu'on arrive à dire qu'il y a dans le milieu kabyle, il y a moins de lecteurs. Sur quelle base? Et si ça est une vérité, donc comment on va faire pour réconcilier le kabyle avec la lecture? Persévérer, écrire et écrire encore, c'est tout. Voilà. Oui, on écrit. Il y a deux questions. Déjà, sur quelle base Ah. les gens disent? En fait, cette question, elle se répète assez souvent. Sur quelle base que certains nous disent qu'il y a moins de lecteurs. Moins de lecteurs dans le milieu kabyle? Parce qu'il y a moins de critiques. Parce que quand il y a de la lecture, on trouve des critiques un peu partout, y compris sur les réseaux sociaux. Mais à partir du moment où on ne parle pas de livres de ces livres-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de lecteurs. C'est sûr que la vente, il n'y a pas de vente. Et puis, oui, j'ai oublié. Et puis on s'aperçoit au taux de vente. Est-ce que l'auteur lui-même est responsable de ça ou pas? Parce que si on se contente à publier et à ne pas faire un travail de publicité derrière, de communication, pour se faire connaître, pour se dire que je suis là, et vendre son produit. Comment peut-on condamner le lecteur? Non, on ne condamne pas, on fait un constat. On fait un constat. Comme tu veux. On condamne, on fait un constat. Non, c'est pas l'auteur de faire de la pub, etc. C'est à l'éditeur. C'est plutôt la faute à l'éditeur, pas à l'auteur. Et donc aussi, c'est pas la faute au lecteur. Peut-être. Parce que moi, je défends le lecteur. Oui, mais oui, je sais, parce que tu es un lecteur, tu défends le lecteur, c'est normal. Mais quand on voit qu'il y a des livres où il n'y a pas de pub, etc., et ils sont vraiment lus, ils sont vendus. Ça peut nous amener à penser ça. J'accepte. Mais c'est pas une condamnation ferme. Et si je peux dire un mot, il y a moins de lectorat dans tous les pays du monde. Mais cette histoire de lecture est reliée à plusieurs paramètres et sur de longues années au fait. Donc, un lecteur ne peut pas tout de suite dire je vais lire des livres s'il n'y a pas cette tradition de lecture dans sa famille, dans son éducation, dans son cursus scolaire et universitaire, dans le prix des livres et dans aussi effectivement, tu as raison Menad, les publicités qu'on peut faire aux livres. Aujourd'hui par exemple, beaucoup d'auteurs et même les éditeurs sont présents sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur X, pour faire de la publicité à leurs livres, et souvent ça marche. Cette tradition de perte de lectorat dans les pays nord-africains se vérifie à Menad. Il y a des gens qui ont fait des statistiques, qui ont fait des études, et qui arrivent à la conclusion effectivement que le lectorat baisse, mais sans être vraiment très bien quantifié. Par exemple, on a observé à travers les auteurs et les maisons d'édition qui publient en langue tamazight qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent ces livres. Est-ce qu'ils les lisent? Je ne sais pas. Mais s'ils les achètent, c'est qu'il y a au moins une partie d'entre eux qui les lisent. C'est déjà positif. Mais il ne faut pas se faire d'illusions que la fiction, par exemple, ou que la poésie soit tout de suite lue par des dizaines de milliers d'exemplaires. Même si, par ailleurs, il y a eu des exemples qui ont un peu
défrayer la chronique et qui ont dit l'inverse de ce que je dis. Par exemple, à Alger, mon ami Abdelrahman Lounès, longue vie à lui, poète algérois, kabyle, a publié dans les années 80 un petit recueil de poésie, poème à coup de pied, à coup de pied, à coup de main, à coup de pied, et qui s'est vendu, écoutez bien, hein, à des dizaines de milliers d'exemplaires. C'est des poésies qui parlaient à beaucoup de gens. Le livre n'était pas cher à l'époque, donc le livre était subventionné. Mais malheureusement, son éditeur a triché avec lui. Hein, donc il a republié plusieurs fois le livre sans que l'auteur ne perçoive les droits d'auteur. Mais donc ce recueil a été un succès de librairie foudroyant. Mais à l'époque était différente. Je situe début des années 80 et le livre a aussi bénéficié de cette période où il y a eu une relative ouverture politique en Algérie. Donc il y a plusieurs paramètres qui influent sur la possibilité d'être lu et d'être assez reconnu, peut-être pour certains auteurs. Voilà. Merci Youssef d'avoir couru à mon secours. Non, ce que tu disais n'est pas faux, Makhlouf. Il se trouve que je connais un peu ce secteur. Hein. J'ai été journaliste à Alger, Makhlouf, quand même. J'ai été journaliste, je vais vous faire une confidence. Pendant de longues années à Alger, j'ai parlé des livres, en plus de mes articles de politique, de militantisme, etc. Et j'achetais les livres, les éditeurs ne me donnaient pas les livres, et je parlais de tous les livres que je lisais. Je parlais d'auteurs que je ne connaissais pas, ou je parlais d'auteurs dont je n'aimais pas les postures dans la vie, dans la politique, mais je parlais de leurs livres et je disais ce que j'en pensais honnêtement, au-delà de ces clivages politiques. Mais je le faisais par passion, hein, parce que j'aimais cela. Oui, Kada. La majorité de ceux qui écrivent aujourd'hui, c'est des gens issus de l'école de Jules Ferry. Les lecteurs, ils viennent de l'école de l'Ibrahimi. C'est là aussi où il y a un gros problème d'institution. Je peux répondre à mon ami Kada. Mon ami Kada, ce que tu dis est probablement vrai en partie, mais il est faux en partie. Je m'explique. Alors nous avons en Algérie un écrivain qui est de ta région, hein, Kada, Rachid Boujdra, qui est chaoui comme toi, qui est un écrivain qui a publié beaucoup de romans, certains à succès, hein, dans son premier, La Répudiation, publié à Paris, au début des années 70. Même fin des années 60, donc 1969-70. Alors Rachid Boujdra disait à un moment donné que les gens qui écrivent en français en Algérie vont disparaître. Et que donc il ne restera que les écrivains qui écrivent en langue arabe. D'ailleurs lui-même s'était mis à écrire en langue arabe à un moment donné. Alors lui, entre-temps, a abandonné l'écriture en langue arabe et il y a aujourd'hui infiniment plus d'écrivains en langue française en 2024 qu'en langue arabe, qu'en langue amazigh en Algérie. Donc, voilà. C'est vrai, logiquement, ce que tu disais, normalement, c'est l'inverse. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est un peu l'histoire de l'école en Algérie. Alors, tout le monde dit l'école algérienne est sinistrée. C'est probablement vrai. Mais c'est une école qui produit encore des génies. Il y a des gens qui ont fait le cursus universitaire en Algérie, et qui sont sortis en 2020, en 2022, en 2023, et qui arrivent en Europe, et qui sont les meilleurs dans les plus grandes universités européennes. Allez-y comprendre. J'ai la voix qui parle. Sur la lecture, tu as présenté plusieurs chapitres dans la vie d'un homme, d'une personne, un homme et une femme. Tu as parlé de la lecture à l'intérieur de la famille. C'est elle qui
qui tiennent toujours en Algérie. Dans les maisons où il y a des livres, parce que quand on voit ce qui se passe sur Facebook, en politique, etc., les gens disent que le prix du mouton a augmenté, ils parlent de tout, mais personne ne parle du budget des livres. Personne ne dit, bon, il nous manque tel livre ou tel livre. Le nombre de livres qu'on lit. Je conçois, comme tout le monde, que l'écriture, c'est notre survie. Comme dit l'adage, chaque mot écrit est une victoire contre la mort. Ça, d'accord. Mais combien d'écrivains pour combien de lecteurs? Voilà. Si maintenant il y a des gens, parce que moi aussi je suis pour l'égalité dans l'intelligence, il n'y a pas une ode à l'idiotie chez les humains. Et les humains, je ne dis pas qu'ils sont équivalents, mais je suppose qu'il y a une égalité dans la réflexion. Ceux qui trouvent les meilleures conditions donnent les meilleurs fruits. Voilà. Et quand je dis la lecture, je prends mon exemple parce que je pars de moi. Mes bêtises, mais je pars toujours de moi. Je me suis dit déjà en 1976, en 1974, j'étais lycéen comme vous. On était scientifique, mais en français, on avait Vallès, la trilogie de Vallès. On avait Hugo, on avait Zola, Germinal. Oui, nous sommes les enfants de l'école de la 3e République et de la 4e améliorée. Est-ce qu'aujourd'hui, même en arabisant l'école, les gens lisent Gibran Khalil, Ilia Boumad, etc. Non, je ne crois pas. C'est pour cela que j'ai dit l'école de Talib. C'est-à-dire qu'il faut aller... Et c'est ces années-là que nous avons cultivé l'amour de la lecture. La lecture est la plus belle drogue. Dès qu'elle prend dans un cerveau, c'en est fini avec le lecteur. Il ne peut jamais se départir. Est-ce qu'on a fait goûter ce nectar aux générations nouvelles? Est-ce que cette école-là les pousse à aller chercher dans le livre un rêve, une beauté, une émancipation? Merci. Merci, Kada, merci. Ah, tout ce que tu dis est intéressant, bien sûr. Bien sûr. Mais est-ce que je peux me permettre une anecdote? Parce que tu as cité Taleb, j'imagine que tu veux parler de Taleb, Ahmed Taleb Ibrahimi. Oui. N'est-ce pas? Eh bien, ce monsieur a été plusieurs fois ministre en Algérie, vous le savez tous. Et alors, il s'est présenté aussi à l'élection présidentielle de 1999. Avant que les 6 candidats se retirent 3 jours avant la désignation de Bouteflika comme chef de l'État. Et moi, j'étais journaliste à la Tribune. Et donc, j'ai suivi le candidat Ahmed Taleb Ibrahimi dans ses pérégrinations. Voilà. Je vais vous dire une chose, il avait un monde fou derrière lui. Et quand il est allé à Blida, j'étais dans la délégation en tant que journaliste. Donc il a fait son meeting, il y avait un monde fou, et puis il nous a invités, nous les journalistes, à une entrevue, à nous connaître un peu plus. Il y avait au moins 20 caméras étrangères. Les caméras étrangères le suivaient beaucoup. Des Américains, des Anglais, des Français. Et donc on commençait à discuter, je lui ai posé une question. J'étais à 2 mètres de lui, ça c'est pas en dehors du public. Je lui ai dit, Monsieur Ahmed Taleb Ibrahimi, pourquoi vous ne parlez pas de la langue amazigh? Il a dit, si, je parle de la langue amazigh. Je lui ai dit, non, Monsieur Taleb, j'ai lu votre programme, vous parlez de la culture amazigh. Et il a fait une gaffe. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, lorsqu'on va arriver à Tizi Ouzou, vous allez voir ce que je veux dire. Je lui ai dit, écoutez, Monsieur Taleb Ibrahimi, là, vous dites n'importe quoi quand même. Si vous avez des choses à dire, dites-les à Blida, dites-les à Alger. C'est pas seulement en arrivant à Tizi Ouzou. Il est devenu tout rouge. Il m'a dit, viens, on va parler. Il a dit aux journalistes, arrêtez de filmer.
Et on a eu une discussion en duo, mais en dehors des caméras, d'1 heure. Alors il m'a dit, écoutez, moi, en 62, en 63, j'étais pour la majorité. Il m'a dit, mais nous n'avons pas été les plus forts et on n'a pas pu imposer notre choix. Et puis il me dit, vous savez, c'est moi qui est allé voir Mouloud Mamri pour lui dire de venir enseigner Tamazir à l'université d'Alger. J'ai dit, ah bon? Honnêtement, sur le coup, je ne l'avais pas vraiment cru. Eh bien, messieurs, il avait raison. Shaker le dit, il écrit dans le livre sur Avril 80, publié par Al-Sqaïd al-Arabi dans les éditions Coucou. C'est lui qui est allé voir Mouloud Mamri pour qu'il enseigne la langue amazigh à l'université d'Alger. C'est pour dire, Kada, que cette fille est faite de nuances. Tout simplement. Voilà. C'est lui qui a arrêté aussi le cours de berbère. Alors pour l'arrêt du cours du berbère, il était aussi aux commandes, mais lui et principalement Ben Yahya, qui était assez proche de la mouvance berbère, disent qu'il y a une autre configuration à l'université d'Alger. Mais j'ai fait ma petite enquête Farid pour être dans l'honnêteté intellectuelle. Les gens qui suivaient les cours de Mamri n'étaient pas nombreux. Et oui. Pas en 73. Ils n'étaient pas nombreux, Farid. Et les gens qui étaient assidus au cours, ils n'étaient pas nombreux du tout. Tu veux dire quelque chose? Non, il y en a 6 ou 7. Makhlouf disait 6 ou 7. Moi, j'ai fait ma petite enquête, ça a oscillé et c'était au plus fort des dizaines, au plus fort, ce qui est très peu. Oui, Farid. C'était acceptable pour 5, une branche. C'était 5 étudiants pour Je sais pas aussi nuancer. Le cours a commencé en 67, 66, 67. Effectivement, il n'y avait pas beaucoup. En 73, l'amphi est plein. Il y a une vidéo de Mamri. Elle est en ligne. Il suffit de la visionner, voilà. C'est lui-même qui parle de ce cours, voilà. Il ne peut pas y accéder à l'amphi parce qu'il y a l'agent de sécurité lui dit, monsieur Mamri, voilà, l'accès est interdit. Mamri est tout le temps assidu. Oui, l'amphi est plein. On trouve cette aussi réponse dans l'ouvrage de Shaker, les Berbères aujourd'hui, la dernière version, édition Coucou. C'est en détail aussi ça. Voilà. Qui le dit? Il y a Shaker? Shaker, oui. D'accord. Voilà. Avant, certes, si tu t'es un début, la dictature, en 67, il faut se mettre aussi à la place des Kabyles de cette époque-là. Code d'État, Bomdial, Hala ou Intihin, qui peut aller faire assister au corps de berbère. Nous sommes d'ailleurs dans la même situation aujourd'hui. Merci. Juste pour rebondir, cher Youssef, il y a une quarantaine d'années, je me souviens, on m'a aussi dit qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Donc ça rejoint ce que vous venez de dire, toi Ibrahim. Écoutez, moi j'ai posé la question à des gens qui ont été dans ce cours, qui n'ont pas été assidus. Et c'est eux qui disent. Alors là, s'ils ne disent pas la vérité, moi je ne fais que reprendre ce qu'ils disent. Moi, en 1974, j'avais 10 ans. Voilà. Donc, c'est leur dire. Et si on recoupe les informations, on n'a pas vraiment cette impression qu'il y a eu toujours beaucoup d'étudiants. Et ceci pourrait se comprendre, hein, parce que ce n'était pas vraiment une priorité pour les gens qui pouvaient faire sciences exactes, qui pouvaient faire du cursus d'ingénieur, etc., etc. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va laisser notre ami Makhlouf dédicacer ses livres et on va continuer la discussion autour d'un verre. C'est le dernier café de cette saison, on reviendra au mois de septembre. Merci.